un hommage au sang congolais, au sang africain versé chaque jour injustement. J'ai fait un texte qui s'appelle Mon Afrique et je voulais le partager avec vous. Car l'Afrique est notre terre, l'Afrique est notre mère. L'Afrique nous a bercés. Depuis des décennies, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Car l'Afrique a tous les éléments qu'il faut pour faire tourner le monde. Internet le prouve, mais les autres l'étouffent. J'ai fait un texte qui parle de l'Afrique et qui s'appellera « Mon peuple meurt ». Je cherche une instru assez touchante, assez poignante, pour qu'elle puisse faire le tour du monde, afin de toucher les consciences de ceux qui nous persécutent et de les faire pleurer à leur tour. Je suis optimiste. Aujourd'hui, je ne parle pas pour créer un mouvement, car il existe déjà. Pas besoin de révolution, car mon peuple est révolté depuis des années. En fait, je voulais juste demander aux coupables, jusqu'à quand allez-vous jouer les sourds et muets? Tant de vies lapidées juste pour du matériel. On aurait pu s'arranger, au pire, partager. La générosité, ça nous connaît. La charité, j'allais dire. Vous nous enlevez tout, vous nous arrachez tout. Prenez ce que vous voulez, mais rendez-nous nos grands-pères, nos grands-mères. Rendez-nous nos pères, rendez-nous nos mères. Rendez-nous nos petites sœurs, rendez-nous nos petits frères. Rendez-nous tout ce sang qui a coulé, tout ce sang qui a été versé, injustement. Mais malheureusement, on ne réveille pas les morts. Nous avons fait des marches, mais malgré l'indifférence, nous en ferons encore. Car jusqu'aujourd'hui, mon peuple meurt. Jusqu'à quand allez-vous faire semblant de ne rien voir? Jusqu'à quand allez-vous sous-estimer la couleur noire? Combien de litres de sang doivent couler pour que vous stoppiez le massacre? Au travers des manifestations, nous avons revendiqué nos droits, le droit de l'homme, de la justice. Le droit à la vie, car elle n'a pas de prix. Mon peuple continue de souffrir, d'être violé, d'être massacré. Mon peuple continue de pleurer ses morts. Face à cette souffrance, des femmes se sont mutilées, brûlées vives. Face à cette souffrance, des hommes se sont suicidés. Nos enfants deviennent chaque jour orphelins. Ils vivent au jour le jour, une vie sans lendemain. Aujourd'hui, je rends hommage à toutes ces vies, car non seulement je suis sensible, mais je suis une enfant d'Afrique. Malgré le fait d'avoir grandi ici, je me soucie de mon pays. Tel un juge, je suis pour la justice et la vérité. Mais nous vivons dans un monde où lorsque la vérité est exposée, elle doit être éliminée, arrêtée. Où est la démocratie? Le 4 octobre 1973, le président Mobutu a fait un discours devant l'ONU sur le fait que les mots « pays sous-développé » ne convenaient pas à l'image de l'Afrique au vu de toutes ces richesses qu'elle comporte. Mais en vain, l'Afrique reste dévalorisée. Donc au travers le nombre de voix que je suis en train de gagner sur Facebook, grâce à Facebook, je profite de cette occasion pour faire passer un message, afin de toucher les consciences de ceux qui continuent à ignorer ce qui se passe sur mon continent. Je voulais juste remercier Facebook, car malgré tout, c'est un réseau qui nous permet d'exploiter nos droits, la liberté d'expression. Donc, à travers cette vidéo, vous pouvez ressentir de la tristesse, de la colère, de la rage, de la révolte. Beaucoup de sentiments qui définissent, si je puis dire, l'injustice. Mais je ne vais pas faire couler mes larmes devant un peuple qui reste indifférent devant tant de souffrances. Mon peuple meurt. Mon nom c'est Patia Nzambe Queen-Pi. Je tenais vraiment à faire passer un message afin qu'il puisse aller jusqu'au bout du monde, quoi. Je suis plus qu'optimiste. Je suis le genre de personne qui croit en l'avenir. Je sais qu'un jour, quand les choses vont se retourner, le jugement sera équitable.
Bonjour ou bonsoir, c'est Paty Nzambe Queen de retour sur les plateaux de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les Merveilles de la Vérité. L'émission vous Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com. Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur les plateaux de Congo Synthèse. C'est Paty Nzambe Queen. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de réalité, d'actualité en profondeur concernant la communauté. Vous êtes dans les merveilles de la vérité, c'est la rubrique communauté. On va parler de ce qui se passe au Congo, où en sommes-nous. Je suis aujourd'hui avec un grand monsieur qui s'appelle Monsieur Louis Kinshasa, qui va tout d'abord nous donner son rôle dans la communauté ainsi que dans la diaspora. Bonjour Monsieur Louis Kinshasa. Bonjour ma chère Paty, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un grand plaisir d'être sur le plateau avec vous. D'accord, merci beaucoup aussi d'être là sur les plateaux de Congo Synthèse. Alors, avant de commencer l'émission, j'aimerais que vous vous introduisiez devant les téléspectateurs pour expliquer en fait votre rôle dans la communauté ainsi que dans la diaspora. Donc, comme ma chère a dit, donc, je m'appelle Louis Kinshasa. Donc, mon rôle principal, c'est d'organiser notre population, notre peuple ici à l'étranger, là où nous sommes, non seulement en Angleterre, mais dans toute l'Europe, partout où notre peuple se trouve. Et pour l'instant, on se propose de jouer les rôles d'éducateurs politiques, donc de donner des informations, des analyses qui vont permettre à notre population, à notre peuple, de comprendre les enjeux de ce qui se passe au Congo et dans le monde. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour ce rôle-là. Alors, merci beaucoup en tout cas pour la précision. Alors, donc aujourd'hui, on est là pour parler de ce qui se passe au Congo, des réalités, de ce qui se passe, parce que le sang continue de couler. Il y a des marches qui se font actuellement dans certains pays. Je sais qu'à Paris, il y en a eu. Alors, voilà. On voulait d'abord savoir ce que vous pensez en fait de la nécessité d'en finir avec l'esprit d'esclavage. Ok, comme nous disons, c'est important d'en finir avec l'esprit d'esclavage, c'est le fait de reconnaître que nous ne sommes pas encore libres. C'est-à-dire que le continent africain, c'est un continent d'esclaves, dans le sens que non seulement l'Afrique a été réduite historiquement donc en esclavage, mais ce qui est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas de respect pour la vie humaine. On meurt n'importe comment, on meurt de maladies guérissables, les gouvernements s'en foutent complètement de la situation donc, des gens. Les conditions de vie en Afrique ne sont pas humaines, comme tout le monde le sait. Mais ce qui est important, c'est que les idées que nous avons dans nos têtes, en grande partie, ce sont des idées que nous empruntons à ceux qui oppriment l'Afrique. C'est-à-dire que les Africains doivent se libérer mentalement des idées de ceux qui maintiennent l'Afrique dans la soumission, dans la domination, dans l'esclavage. C'est-à-dire que nous devons penser par nous-mêmes, nous devons analyser nos situations par nous-mêmes et nous devons apporter des solutions nous-mêmes. Ceci ne veut pas dire qu'on n'écoute pas ce que les autres disent, mais nous devons tout repenser par nous-mêmes pour qu'on puisse avoir des solutions qui sont claires et correctes pour qu'on puisse s'en sortir une fois pour toutes. Oui, afin de devenir réellement indépendant. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Alors, je voulais savoir quel est le sens et la signification du mot démocratie. Parce que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo, nous savons tous qu'il n'y a pas de démocratie. Mais quel est le sens au juste de la démocratie, la signification de la démocratie pour la masse? Écoutez, ces mots de démocratie, c'est occulté en fait, dans le sens que tout le monde parle de la démocratie. En Afrique, chaque année, je crois, il y a peut-être 2, 3, 4 plus des élections dans chaque pays. Même le Congo, les noms c'est quoi? République démocratique du Congo. Yes. Alors le Congo est tout sauf une démocratie. Ce qui fait que nous devons comprendre une chose. Pour qu'on se considère démocrate, ou un peuple peut se considérer comme un peuple démocratique, ou un pays peut être considéré comme un pays démocratique, si seulement ce pays-là est, comment dire, autodéterminant. Dans le sens que c'est un pays qui jouit de l'autodétermination. C'est-à-dire que nous sommes maîtres de notre économie, nous sommes maîtres de notre politique, nous sommes maîtres de ce qui se passe chez nous. Ce qui se décide chez nous, nous le décidons nous-mêmes. Alors que ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe au Congo, c'est décidé ailleurs. L'ordre économique qui existe au Congo, qui existe en Afrique en général, c'est un ordre économique qu'on n'a pas choisi, qu'on nous a imposé. Par exemple, qu'est-ce que nous produisons au Congo? Du cuivre,
C'est pas notre décision de produire du cuivre. Qu'est-ce qu'on produit? Du coltan, c'est pas notre décision. Qu'est-ce qu'on produit? Du manganèse, tout ce qu'on produit, c'est l'extérieur des pays qu'on appelle les pays dominants, les pays oppresseurs, les pays opprimants. C'est eux qui décident ce que nous devons produire. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Nous ne décidons pas ce que la Grande-Bretagne doit produire, ou ce que les États-Unis doivent produire. C'est pas nous qui décident. Mais eux, ils décident ce que nous devons produire. Et ils décident même de la valeur de notre monnaie. La monnaie, le franc congolais ou le franc CFA, c'est pas les Africains qui décident de la valeur du franc CFA. C'est eux qui décident. Voilà. Alors que nous ne décidons pas de la valeur du livre sterling ou du dollar. C'est eux qui décident, etc. Donc, pareil aussi, si on prend des exemples de tous les jours, les Européens qui voyagent en Afrique ne pensent même pas passer un jour en prison parce qu'un officier d'immigration va douter de leur visa ou douter de leur passeport et le mettre en prison. Alors qu'un Africain, un Congolais, qui a tous ses papiers en ordre, quand il arrive aux États-Unis ou en Angleterre ou dans un autre pays européen, c'est pas garanti qu'il va passer l'immigration. On peut le retenir pour n'importe quelle raison. Par exemple... Pourquoi cela? Parce qu'il n'est pas libre. Parce qu'il appartient à une nation qui est dominée. Dans le sens qu'on peut dire que, monsieur, madame, on n'est pas sûr que vous allez rentrer chez vous. On vous retient. On va vous mettre dans l'avion demain. Mais quand vous dites qu'il décide de ce qu'on doit produire, est-ce que ça veut dire en fait qu'il nous exploite quelque part ou comment ça? Effectivement, il nous exploite. Parce que quand il décide de ce que nous devons produire, il y a une histoire. Hein. L'esclavage, c'est quoi? L'esclavage, c'est les Européens qui forcent les Africains à quitter l'Afrique, c'est-à-dire qu'ils les ont forcés contre leur gré. Les Africains ne voulaient pas quitter l'Afrique. Contre leur gré, ils disent non, on vous amène des forces. Ailleurs, à l'étranger. Et ils disent qu'on va vous forcer à produire pour nous. Donc, ils l'ont fait. Donc, c'est le même processus qui continue. Donc, ils viennent chez nous, ils disent voilà, ils ont une industrie qui existe et leur industrie a besoin des matières premières et des main-d'œuvre. Voilà, le Sénégal, mais c'est bon, c'est une bonne terre, vous allez produire de l'arachide pour nous. Donc, ils créent des conditions pour forcer le Sénégal à produire des arachides pour la France. Ils forcent la Côte d'Ivoire à produire du cacao, etc. Et au Congo, les pêches, comme ils étaient là, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils décident de ce que nous devons produire. Ça veut dire qu'ils décident de conditions de vie. C'est-à-dire, si on va mourir à 60 ans, c'est parce que les conditions de travail liées à cette production, qui est une production pour l'étranger, déterminent le niveau de vie chez nous. Donc, si on meurt à 60 ans, c'est à cause de ce système-là. Si on meurt à 40 ans, c'est à cause de ce système-là. Et si les familles sont disloquées, les villages sont disloqués, s'il n'y a pas de développement chez nous, parce que quand on produit pour l'extérieur, ça veut dire qu'on transfère non pas seulement ce qu'on a produit, mais on transfère aussi le développement. Le développement est aussi transféré à l'extérieur. Quand les gens ne sont pas payés chez nous, c'est pas seulement que les gens ne sont pas payés, l'argent qui devait être payé à ces gens-là est payé à l'extérieur. Parce que souvent les gens... C'est toujours l'extérieur qui profite le plus, quoi. Les gens au Congo, par exemple, disent qu'on n'a pas été payé pendant 6 mois, mais ils ne font pas le lien. Non seulement les gens qui sont en place volent, mais en grande partie, on paye le Fonds monétaire international. On paye toutes ces institutions de l'extérieur et qui, en retour, financent le développement chez eux. Financent la sécurité sociale, financent la construction des routes chez eux, financent le développement économique comme tel. Et souvent, les Africains, ils ne font pas les liens. Donc, le développement que nous voyons en Europe, c'est le transfert du développement de l'Afrique et des Africains vers l'Europe. Donc, les Congolais souffrent quelque part à cause d'une soi-disant démocratie. Ce que je comprends pas, excusez-moi, c'est que ils ont appelé en fait le Congo, parce qu'avant on savait que c'était Zaïre. Ensuite, ils l'ont appelé le Congo démocratique, la République démocratique du Congo, pardon. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression que la démocratie, elle n'est pas du tout pour les Congolais, vu tout ce qui se passe. Mais pour qui est la démocratie alors? Ça c'est une bonne question. La démocratie, premièrement, c'est pour les pays dominants. D'accord. C'est-à-dire que ceux qui contrôlent les dominés. Il faut rappeler à nos auditeurs de comprendre une chose. À un moment donné, l'Europe était sous ce qu'on appelait l'Europe féodale. Tout le monde sait que la féodalité, c'était une tyrannie. La féodalité, c'était une tyrannie. C'est pour ça que les Européens, quand ils ont quitté l'Europe, quand ils sont allés dans les Amériques, qu'est-ce qu'ils disaient?
nous sommes allés aux États-Unis, c'est la terre des libertés. Ils n'ont pas dit, ils ont quitté l'Europe, la terre des libertés. Mais le fait qu'ils admettent qu'ils sont allés trouver la liberté aux États-Unis, ça implique qu'il n'y avait pas de liberté chez eux. Voilà. C'est vrai, il n'y avait pas de liberté ici. Si vous regardez l'histoire, vous ne verrez pas des élections démocratiques organisées tout au long de leur histoire. Voilà. C'est un phénomène nouveau, cette histoire des élections, comme aux États-Unis, comme en France, etc. Donc la démocratie, c'est avant tout pour la société, pour les pays dominants. C'est-à-dire que les pays dominants ont accès à suffisamment de richesses que leurs pays ont été transformés. Donc la lutte pour accéder aux richesses a été atténuée grâce à ceux qui sont pris chez nous. Maintenant, ils peuvent se partager des richesses qui sont prises chez nous. Ce n'est pas nécessaire qu'ils se battent tout le temps. Ils peuvent le faire démocratiquement. On va choisir qui va être dirigeant, etc. Ils se sont débarrassés du système féodal qui, à leur avis, c'était un système qui freinait le développement de l'Europe. Ils ont mis un nouveau système qui s'appelle le capitalisme, etc. Et la Révolution française, c'est un bel exemple. Ils sont arrivés donc à proclamer le droit universel, le droit de l'homme universel, tout ça, et que pour la première fois, il y a eu une avancée en termes de droits démocratiques. Que maintenant, le serf, maintenant, pouvait aller à l'usine, transformer les produits qui venaient des Amériques, que nous avons produits dans les Amériques, nous Africains. Oui. Il pouvait avoir un salaire, maintenant, il a droit à un salaire. Avant, il n'y avait pas de salaire, parce qu'il travaillait comme un serf. Oui. Donc, s'il produisait, l'aristocrate prenait en grande partie ce que le serf a produit. Maintenant, le serf, il va vendre sa valeur de travail. Maintenant, les travailleurs européens s'organisent en syndicats et ils peuvent défendre leurs droits, c'est-à-dire qu'ils revendiquent plus de partage de produits qu'ils ont produits. Et ces produits-là, au départ, sont venus d'ailleurs, sont venus donc des Amériques, etc., de l'Afrique, etc. En ce sens-là, il y a eu un mouvement démocratique qui est né grâce à l'esclavage. Et ça, c'est important. C'est grâce à l'esclavage qu'il y a eu une base qui a été créée pour que les Européens se battent pour une nouvelle société, qui n'est pas une société féodale, mais une nouvelle société, qu'ils ont appelée capitaliste, avec des droits de l'homme, etc., etc. Ça y fait que nous, par contre, nous sommes restés opprimés. Et nous le sommes encore. Ben oui. Ça y fait que la démocratie, pour nous, a un sens différent par rapport à la démocratie que les Européens jouissent maintenant. Mais on peut aussi, en tant que Congolais, ne pas savoir le sens de la démocratie puisqu'on ne la vit pas. Ouais. On appelle la République démocratique du Congo, mais il n'y a pas vraiment de sens par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Il n'y a vraiment pas de sens, quoi. Il n'y a pas de réalité, et puis c'est un mensonge, quoi. C'est une blague, quoi. Ça, c'est sûr. Comment ça se fait que, ce qui m'étonne, à la base, quand toutes ces choses se sont passées, c'est que quelque part, on s'est laissé faire, on a accepté ce système-là d'esclavage. On s'est laissé faire. Il faut qu'on retourne à la base, à l'histoire. Si on prend l'année 60, 1960 comme point de départ, il y a eu un mouvement démocratique chez nous. Un mouvement qui a dit que non, on ne veut plus être opprimé par les Belges. On veut être libre chez nous. Et quel a été ce mouvement démocratique? Et ce mouvement démocratique a créé le MNC de Lumumba, la BACO de Kassavou et d'autres organisations comme ça. Et ce mouvement-là a créé ce qu'on appelle le mouvement d'indépendance au Congo. Et c'est ce mouvement-là ne s'est pas développé jusqu'au bout. Ce mouvement-là s'est mis à se développer. Et c'est grâce à ce développement que les Belges ont anticipé qu'on ne peut pas permettre à ces mouvements d'aller jusqu'au bout. De se développer, oui. Il faut qu'on arrête ça. Ils ont dit, voilà, on va vous donner l'indépendance. On va donc accorder aux Congolais d'être indépendants. Ils nous ont fait croire. Ils nous ont fait croire, ils nous ont promis. Et à ce moment-là, le mouvement a été dirigé par le mouvement, par exemple. Il y avait d'autres dirigeants, mais le mouvement a été dirigé le mouvement donc, le plus important. Les Belges nous donnent l'indépendance tout en sachant très bien qu'ils vont saboter cette indépendance. Ils vont l'attaquer. Tout est calculé. Et ils l'ont fait. Ils ont saboté l'indépendance du Congo. 4 jours après, ils ont attaqué Matadi, ils ont créé des sécessions chez nous, etc. Ils ont créé des coups d'État. Après, ils ont fini par assassiner Lumumba, etc. Et ils ont mis des forces congolaises qui n'étaient pas pour la vraie indépendance du Congo. Comme les Mobutu, les Ndaka, le reste. Ils les ont mis au pouvoir. Ils ont éliminé ceux qui étaient pour la vraie indépendance du Congo. Oui, pour la liberté, quoi. Pour la liberté, pour la vraie indépendance. Donc, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, le Congo a été mis sur une route, sur une fausse route. Et maintenant, nous sommes dans une situation où
après plusieurs années de dictature sous Mobutu, on a commencé, il y a un mouvement qui s'est créé au Congo, qui a commencé à revendiquer la démocratie au Congo. Donc là, je parle de mouvements comme l'UDPS. Mais il y a une différence maintenant. Dans les années 60, non seulement on parlait de la démocratie, des libertés, on parlait aussi du droit d'être indépendant par rapport aux pays de l'Occident, par rapport à la Belgique, aux États-Unis, etc. Oui, qui se détachent de nous, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils ne dominent plus économiquement voilà. ni politiquement. Oui. Alors que maintenant, avec le mouvement qui a été créé sous l'UDPS, etc., on parle de la démocratie, mais on ne parle plus de l'indépendance du Congo par rapport à ce que nous appelons le pouvoir impérialiste européen. On parle tout justement de la démocratie, de l'état de droit. Ça veut dire qu'on veut réformer ce système-là sans pour autant mettre fin à la domination étrangère sur le Congo. Donc c'est une démocratie qui ne libère pas les Congos. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans une plantation d'esclaves. On veut organiser des élections sans pour autant mettre fin à l'esclavage. C'est-à-dire qu'on va choisir quelqu'un, mais rester sous le même système toujours. Effectivement. Donc ça, la démocratie au Congo, au cours de ces 30 dernières années, c'était un peu ça. Donc les gens maintenant, il y a un mouvement qui se concentre plus sur le droit d'avoir les élections, mais ils ont oublié complètement le droit d'être un pays indépendant. Parce qu'on peut être complètement indépendant et avoir des problèmes d'élections. Mais il y a une différence. Par exemple, tu prends le pays comme la Chine, il n'y a pas des élections comme ça se passe ici, mais la Chine, tout le monde est d'accord, c'est un pays indépendant. Oui. On peut prendre la Russie. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est devenue aussi une grande puissance. Absolument, absolument. Il y a plus mais c'est ça aussi qu'ils ne veulent pas. Ils savent que si on a l'indépendance, on est déjà puissant vu toutes les richesses qu'il y a au Congo. Donc. Je veux juste faire un point sur la question de puissance rapidement. Je veux que les gens qui nous écoutent comprennent une chose. Quand on parle des pays qui sont puissants, aujourd'hui, une chose, il y a un point commun par rapport à tous ces pays-là. La Chine est puissante, la Chine a fait la révolution. C'est-à-dire qu'ils ont renversé les systèmes qui étaient en place, ils ont créé les conditions pour un développement accéléré de la Chine. Ils ont empêché que les pays qui pillaient la Chine continuent à piller la Chine. L'Angleterre pillait la Chine. Ils ont revendiqué? C'est-à-dire qu'ils ont mis fin au pillage de la Chine. D'accord. La révolution, donc il faut mettre fin au pillage de son pays. Ils ont mis fin au pillage de la Chine. C'est pour ça que ça veut dire qu'ils ont commencé à produire pour eux-mêmes, ils ont commencé à accumuler les capitales pour eux-mêmes. Alors que nous, au Congo, on accumule le capital, pas pour nous, pour les gens d'ailleurs, pour les pays d'ailleurs, les puissances d'ailleurs. Et juste pour dire que tous les pays qui sont forts aujourd'hui, même la Russie, a fait la révolution. C'est-à-dire que plus de pillage de la Russie par les étrangers. C'est un pays fort. Il y a des petits pays comme le Cuba qui est respecté. Parce qu'ils ont mis fin au pillage. Avec la révolution. Et même les États-Unis se vantent d'avoir fait la révolution. Parce qu'ils ont mis fin au contrôle des États-Unis par l'Angleterre. Mais est-ce que les Congolais, ils n'ont pas fait de révolution depuis tout ce temps, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui? Non, il n'y a pas eu de révolution. Pas réellement? Non. Parce qu'elle est stoppée à chaque fois qu'il a ça a été un mouvement déraillé qui commence. avant que ça se développe, avant que les grands enjeux, les grandes questions soient posées et résolues. Il faut poser les grandes questions. D'accord. Pour savoir la liberté c'est pour qui, la démocratie c'est pour qui, quel genre d'État, quel genre d'économie, qui va diriger la révolution, quelle force sociale va la diriger. Alors que maintenant, la lutte chez nous n'est pas dirigée par ceux qui souffrent le plus. C'est-à-dire que les paysans, les travailleurs, ils sont plutôt mobilisés par ceux qui souffrent le moins. C'est-à-dire que la classe moyenne congolaise, par exemple, c'est cette classe-là qui est au pouvoir, mais qui aussi dirige l'opposition. Alors que la classe moyenne congolaise, qui dirige à l'opposition, a ses intérêts qui ne sont pas toujours identiques aux intérêts du peuple. Ben non, forcément. Ce qui fait que un des objectifs de la classe moyenne au Congo, c'est devenir ministre. Ce qui fait qu'au Congo, il y a tout le temps de la trahison. Il y a des gens qui quittent le parti pour aller au parti qui se trouve au pouvoir. Parce que ces gens-là, la révolution, ce n'est pas une nécessité pour eux. Ça peut être une question qu'on peut débattre, mais ce n'est pas une nécessité pour eux. Les gens qui ont quitté l'UDPS pour la majorité, la révolution, ce n'est pas une question de nécessité pour eux. Alors que les gens qui souffrent, le pauvre de l'UDPS, le travailleur, le paysan, moutapousse, comme on dit chez nous, lui, il ne peut pas quitter l'UDPS et devenir ministre. Il ne peut pas. C'est l'homme ordinaire, c'est la femme ordinaire qui souffre. Pour les Congolais ordinaires, en dehors de la révolution, il n'y a pas de solution comme telle. Mais avant d'arriver là,
il y a plusieurs choses qu'ils devront faire. Une première chose, c'est l'éducation politique. Comprendre toutes les questions politiques doivent être comprises. Comprendre aussi la Constitution. Bon, la Constitution, c'est un document qui a été élaboré, qui a été mis au point, mais la Constitution ne garantit pas les droits auxquels le peuple aspire. Mais bien Par sûr. exemple. C'est ce qu'on a vu là par rapport aux élections, non? Exactement. Oui. Exactement. Dans le sens que. Parce que finalement, elles n'ont pas eu lieu. C'est-à-dire que les élections, c'est comme, comment dire, c'est quelque chose qu'on a écrit. C'est l'opinion des gens qui dirigent le Congo. C'est-à-dire que les gens qui sont mis ensemble, ils ont créé Des lois. Des lois, tout ça. Mais pour l'appliquer, il faut qu'il y ait un mouvement par le bas, qui est tellement puissant, qui est fort, et qui empêche les gens qui empêche les gens d'en haut de faire ce qu'ils veulent. Mais pour que les gens d'en bas puissent faire pression sur les gens d'en haut, les gens d'en bas doivent être dans des organisations qui sont indépendantes des gens d'en haut. C'est quand je dis les gens d'en haut, je veux dire les éléments de la classe moyenne, ou la petite bourgeoisie comme on les appelle, qui soient au pouvoir ou pas, ne change pas grand-chose. Il y a une convergence d'intérêts pour les gens qui sont de la petite bourgeoisie congolaise. Il y a une convergence. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir, il y a une convergence. Mais les gens d'en bas doivent être dans une organisation qui est indépendante des intérêts de cette classe-là. À ce moment-là, ils peuvent travailler pour que leurs demandes puissent aboutir jusqu'au bout. Parce qu'ils n'ont plus d'intérêt à trahir ces processus de lutte. Alors que les gens de la classe moyenne congolaise, ils utilisent la population juste pour négocier des postes. Juste aussi pour élever leur statut personnel, pour dire à l'Occident, moi je suis remplacé à Kabila, donc soutenez-moi, etc. Voilà, j'ai une base, je mobilise, tout et tout. Alors que son programme ne peut pas être contre les programmes ou contre les intérêts des Occidentaux qui dominent le Congo. Parce que pour les Occidentaux qui dominent le Congo doit rester une colonie, même si on l'appelle une république. Mais pour eux, une colonie, c'est-à-dire là où ils pillent sans impunité, là où ils se servent sans impunité, là où ils interviennent sans impunité. Et c'est exactement ce que les Congo, notre Congo représente. C'est un endroit où ils vont s'approvisionner en matière première. Et comment? C'est parce qu'il y a eu un accord où on peut dire quelque part que c'est du vol? C'est du vol. Et tu as raison. C'est du vol. C'est-à-dire que les richesses occidentales, c'est des richesses volées. Parce qu'on fait l'esclavage, c'est quoi? La colonisation, c'est quoi? C'est du vol. Colonisation, c'est juste un mot, hein? Mais les processus de la colonisation, c'est un vol. C'est de voler, yes. C'est de voler. On prend les ressources, on prend le labeur, on ne paye pas. Chez nous, ils avaient ce qu'ils appelaient, pendant la colonisation, le travail forcé, qui était obligatoire, qui était même dans la loi. Que chaque Congolais devait faire au cours de son existence, donner une partie de son labeur gratuitement à l'État colonial belge. Oui, et puis celui qui ne voulait pas, je crois qu'il était dans la tué, loi. Ah ouais, si tu ne veux pas, écoutez, ils ont coupé, ils ont massacré des millions chez nous. Hein. Au Congo, on parle de 10 millions de morts, juste dans les processus de nous forcer à ramasser, à accueillir du caoutchouc. Pour nous intimider. Non, pour nous forcer à produire ça, mais pour enrichir la Belgique. Parce qu'à ce moment-là, il y a une industrie nouvelle qui s'est développée, l'industrie pneumatique pour faire des pneus, l'industrie donc des caoutchoucs, tout ça, qui produisait pas mal de choses comme ça. Mais la plupart du caoutchouc s'est trouvé au Congo et aussi une partie en Malaisie. Ce qui fait que les Belges se sont fait une fortune colossale. Oui, mais tout ça toujours derrière la pression, parce que les conditions aussi dans lesquelles, quand ils forçaient aussi une personne à travailler pour qu'elle rapporte du caoutchouc, on les séparait de sa famille, des fois même on tuait les femmes. Absolument. Absolument. La même chose qui se passe dans les Kivu, en Ituri et tout ça, on a vécu ça en province de l'Équateur, et une partie de la province orientale et une partie du Bandundu pendant la cuvette du caoutchouc. C'était le génocide. Donc, c'est que les jeunes qui nous suivent doivent comprendre. Quand nous parlons du colonialisme ou du néocolonialisme, quand nous parlons de l'oppression du Congo, on parle du génocide. C'est-à-dire que on ne peut pas, rien ne sort du Congo pacifiquement.
Rien ne sort de l'Afrique pacifiquement. Parce que tout ce qui sort de l'Afrique, ça s'est fait contre notre gré. Et ce qui est grave... Oui, il faut que le sang coule, quoi. Ah oui, il faut que le sang coule. Et ce qui est grave, ça se fait contre notre avenir. Parce que on romantise. Hein. Les gens parlent du développement en Europe, ils voient des bling-bling, tout ce qui est technologie, tout ça. Ils ne comprennent pas que la technologie que vous voyez, nous l'avons financée avec notre sang. Les grandes universités que vous voyez, c'est nous qui l'avons construit avec notre sang, notre labeur, notre sueur, notre travail. Donc c'est ce que les jeunes doivent comprendre, que le processus d'industrialisation, du développement de l'Europe, de l'Occident en général, c'est un processus basé sur le génocide. C'est ça la base, le fondement. Parce que si vous allez à l'école, à l'université, ils vont vous dire que c'est l'esprit d'entreprise des Européens qui ont fait que l'Europe soit ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est de l'hypocrisie. Il faut qu'ils comprennent, c'est un processus de génocide. La preuve, elle est là au Congo. Génocide hier, génocide aujourd'hui. Ce n'est pas un accident de l'histoire, ça fait partie du système. Du système, bien sûr. Si Apple s'enrichit grâce au coltan du Congo, c'est parce qu'il y a le génocide au Congo. Parce qu'on ne paye pas, parce que le travail presque gratuit. Hein. Dans les mines, il y a des soldats qui nous forcent à travailler, et quand on produit, ils prennent. Et pour qu'ils nous forcent, ils nous maintiennent à produire de telle façon-là, il faut absolument une violence inouïe, une violence qui démoralise les gens, une violence qui qu'on reste aussi dans gens. Une certaine souffrance aussi, voilà, morale, et il faut qu'on empêche aussi les gens d'arriver à une conclusion qu'il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça démoralise, ça brise l'esprit des gens. Et tout ça fait partie de la production de biens industriels, de biens de haute technologie que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est important. Parce que je sais que quand vous allez à l'école, à l'université, bon, ils disent pas ça, hein, mais c'est ce qui se passe. Ils vous forcent à penser selon les intérêts. Non, mais il y a un grand mensonge dans l'histoire Absolument. et dans la vie actuelle aussi, quoi. Par Absolument. rapport à ce qui se passe en réalité, Absolument. il y a un grand mensonge, ils disent pas tout. Absolument. Déjà, par rapport à ce dont vous avez parlé, il y a donc, il n'y a pas d'indépendance jusqu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on fête toujours l'indépendance. J'aimerais comprendre ce phénomène-là. Pourquoi est-ce qu'on continue à fêter avec toutes ces réalités qu'on voit là au Congo jusqu'aujourd'hui, le sang continue de couler. Un pays indépendant où il y a la soi-disant démocratie ne devrait pas avoir autant de sang sur le sol, quoi. Un pays indépendant, c'est un pays qui a une économie indépendante. C'est une économie construite pour satisfaire les besoins fondamentaux de ces pays-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, au Congo, l'économie est basée sur la satisfaction des besoins des industries des étrangers, c'est-à-dire de l'Europe, du Japon, de la Chine maintenant, des États-Unis, du Canada, du Brésil, de la Malaisie, tout ça. Tous ces pays-là ont besoin de matières premières et ils s'approvisionnent chez nous. Et notre économie existe pour le développement. Les Congo, c'est ça la colonisation. Les Congo n'a pas été créé à la conférence de Berlin pour satisfaire les besoins des gens qu'on appelle les Congolais aujourd'hui. Non. Ça a été créé pour faire travailler les Congolais à mort, pour nous faire travailler à mort, pour produire pour l'étranger et pour le bonheur des étrangers. Les Congos doivent faire le bonheur de l'Europe, des États-Unis, etc. Les Congos ne doivent pas faire le bonheur, les Congos coloniales. Les Congos coloniales ne doivent pas faire le bonheur des Congolais. C'est pour ça que ils créent même, c'est pour ça qu'on dit que il faut qu'on se débarrasse de l'esprit d'esclave. C'est-à-dire que répéter ce que les oppresseurs disent de nous. Par exemple, ils disent que le Congo est maudit, l'Afrique est maudite. Ils parlent de diamants maudits, etc. Non, les diamants n'est pas maudit. C'est des menteurs. Non, si ça serait maudit, ils ne toucheraient même pas aux richesses. N'est pas maudit. Ce qui est maudit peut-être, c'est qu'on a une force extérieure qui nous impose à travailler dans ces conditions-là. C'est ça qui est maudit, c'est ça qui est mauvais, c'est ça qu'il faut mettre fin. Penser que l'Afrique est maudite, c'est absolument faux. Ça n'a rien à voir. Ils prennent et ils salissent parce qu'ils disent que l'Afrique est pauvre alors que c'est tout le contraire. Ils s'enrichissent par rapport au bien de l'Afrique. Quoi, ça me tue. Franchement, ça me tue ce qui se passe. Et puis, nous disons, l'Afrique n'est pas pauvre. En tout cas. Mais par rapport à la démocratie, je voulais savoir quel est le contenu de la démocratie pour l'opposition, pour la population et pour la majorité. Nous, dans la coalition Non Palisse, nous disons que la démocratie doit avoir un contenu. Comme en Europe. C'est quoi la démocratie en Europe? Il y a un contenu. L'école est gratuite. C'est un contenu. Oui. Accès aux soins de santé, c'est gratuit. C'est un contenu. Pareil pour nous au Congo, la démocratie doit avoir un contenu. En Europe, la démocratie c'est quoi? C'est un État fort. Un État qui a le contrôle de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Ils ont l'État britannique qui est un État oppresseur
Ça, on pourra en parler, mais ils ont un État qui est lié à cette démocratie-là. On ne peut pas imaginer une Angleterre qui se dit démocratique sans un État indépendant. On ne peut pas imaginer... Sans qu'il ait des faits, quoi. C'est-à-dire sans avoir un pouvoir. D'accord. Qui a un effet sur le monde. On ne peut pas imaginer les États-Unis démocratiques sans le pouvoir étatique des États-Unis qui tirent sur les gens et qui bombardent plusieurs pays donc à la fois. Parce que pour eux, la démocratie, c'est avoir un État qui force les autres à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. C'est comme ça qu'ils conçoivent la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, il y a un aspect qui permet à l'ère citoyen de vivre mieux en paix. Et l'ère démocratie, c'est aussi un État qui empêche les autres de vivre en paix. C'est-à-dire qu'il faut dominer les autres. Parce que dans la démocratie, j'entends la liberté aussi quelque part. C'est un aspect. Parce que nous, okay. nous concentrons sur un aspect. Il faut voir tous les aspects. C'est-à-dire, la démocratie américaine, il y a l'aspect. Le bonheur pour le blanc, et on assassine les noirs dans la rue, comme vous le voyez. C'est ça la démocratie américaine aussi. Parce que pour eux, il y a les citoyens américains et il y a les colonisés américains. Maintenant, à cause de la lutte des opprimés des Noirs, ils ont tendance à dire que les Noirs sont des citoyens. Alors que l'État protège avant tout ses citoyens contre ceux qui ne sont pas ses citoyens. Et ça démasque la réalité. Il démontre, oui, que... Ça démasque l'hypocrisie des États-Unis, qu'il y a deux nations aux États-Unis. Il y a la nation des Européens et la nation des Africains. Les Africains sont là comme une nation dans une nation. Alors maintenant, si on... Donc il y a toujours un esprit d'apartheid en fait aux États-Unis aussi. Absolument, absolument, absolument. Et si on vient donc chez nous au Congo, la démocratie c'est aussi une forme d'État. Et l'État au Congo, il est là non pas pour protéger les Congolais. L'État au Congo, il est là pour faire peur aux Congolais. Alors que l'État anglais n'est pas là pour faire peur aux Anglais. Elle aide beaucoup. Hein. C'est ça la grande différence, parce que l'État au Congo, c'est quoi? C'est un État colonial. Bon, on dit néocolonial. C'est pas nous qui l'avons créé. C'est un État, en fait, quand Mobutu a été chassé, son État a été modifié, et on a exécuté des éléments de l'État du Rwanda et du Rwanda dans l'État du Congo aujourd'hui. Quand vous dites mais en général, c'est un État néocolonial, c'était à la période en fait où il y a eu la colonisation. Quand je dis État néocolonial, c'est juste pour dire que les Blancs sont partis. Oui. Quand les Blancs étaient là, c'était un État colonial, dans le sens que les Blancs, c'est des étrangers, c'était clair. Il y a eux et nous. Maintenant, les gens qui nous ressemblent, qui parlent comme nous, qui parlent Lingala, Swahili, Chuluba, sont maintenant au pouvoir et on leur a donné cet appareil d'État, cet outil de répression. Il dit voilà, nous partons, mais c'est à vous maintenant d'assumer la répression, de maintenir les Congolais à sa place. D'accord. Maintenant, c'est un État, ils disent plus la colonie belge, ils disent la République démocratique du Congo. Ah d'accord, ok. C'est toujours une mascarade. C'est une colonie, et dans la colonie, il n'y a pas de droit pour les coloniser, à moins qu'ils se battent et récupèrent les droits. Et c'est là où nous sommes. Il faut récupérer nos droits à déterminer nous-mêmes notre destin. C'est pour ça que notre lutte, ce n'est pas tout simplement pour aller aux élections. Il faut aller aux élections. Non, il faut aller aux élections, c'est notre droit. Mais c'est plus que ça. C'est mettre en place un État qui nous protège. Mais l'État qui doit nous protéger, nous devons faire partie de cet État-là. Les femmes comme vous devez faire partie de l'État. Les enseignants, les pêcheurs, tout le monde doit être composante de cet État-là. Parce que c'est notre État. Si c'est l'État des pêcheurs, l'État des paysans, des enseignants, des batapousses, comme on dit chez nous, tout cet État-là ne va pas nous opprimer. C'est notre État à nous. Les policiers, ce sont les hommes et les femmes de notre quartier. On les connaît. Voilà. Ce n'est pas les étrangers. C'est les gens que nous avons sélectionnés pour patrouiller dans le quartier. Notre quartier. Donc les policiers, c'est moi dans le quartier. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour rançonner, oppresser, prendre de l'argent et donner ça à son commandant. Les commandants, ils sont choisis et votés par la population. Et chaque année, tout le monde, c'est-à-dire que c'est le peuple organisé qui a les droits de nommer, de révoquer, qui est le commandant de la police, etc. À ce moment-là, l'État, ce n'est pas un État d'aliénation, un État étranger, un État au service des compagnies minières, un État au service des étrangers, c'est pas ça. C'est notre État. Et c'est ça là que nous devons nous battre pour mettre en place et chasser l'État qui est en place, qui n'est pas le nôtre, qui est un État, comme vous le connaissez, des répressions, des génocides, des tueries, des massacres, tout le temps. Et pour ça, il faut qu'il y ait des élections, bien sûr, quoi. Oui. C'est un aspect de la démocratie, avoir un État, donc du peuple. Si on n'a pas cet État-là, on a beau voter, aussi longtemps que l'État
qui est là, c'est un état de la répression. C'est eux qui vont réprimer, c'est eux qui vont décider quand les élections, c'est eux qui vont décider qui a gagné les élections, c'est eux qui vont décider qui met en prison. Donc il n'y aura pas un grand changement, quoi. Non, en fait. pas du tout. L'impunité va continuer. Et par rapport aux élections, justement, y a-t-il une différence entre les élections et la liberté d'autodétermination? Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. J'ai la mafia. C'est les gangsters, comme on dit. Yes. Ils peuvent aussi avoir des élections. Ils disent, voilà, on ne se met pas d'accord, qui va être chef de la mafia. Mais ils peuvent organiser des élections entre eux et puis on détermine qui va être le patron de la mafia. Mais ça ne change pas la nature de la mafia. C'est la mafia, c'est les gangsters comme ça. Pareil, chez nous, au Congo, on peut avoir des élections, comme on en a eu des élections en 2006, en 2011, mais ces élections n'ont pas arrêté les massacres. Combien de massacres ont eu lieu au Congo depuis 2006, depuis 2011? Combien de gens sont assassinés au Kivu, au nord ou au sud, à Kivu, en Ituri, au Bas-Congo, à Kinshasa, au Katanga? Combien? Ça n'a pas changé. En Afrique du Sud, parce que les gens aiment bien donner l'exemple de l'Afrique du Sud, ils ont eu des élections depuis 1994, je crois. Mais le blanc continue d'être propriétaire de plus de 90% de la terre. C'est notre terre. 90% de la terre de l'Afrique du Sud, c'est dans le main de blanc. Les élections n'ont rien changé. Pareillement chez nous, les élections n'ont nourri personne. Le malaria, on continue de mourir de la malaria. Au Congo, quand il pleut, c'est une catastrophe. Les élections n'ont pas changé tout ça. Nous sommes toujours impayés. Les élections n'ont pas changé ça. Système médical. Le système médical, vous allez dans les hôpitaux, chez nous, pas d'argent, on ne vous traite pas. Et si on vous traite, on vous détient comme un criminel. Jusqu'à ce que votre famille vienne payer. No sense. La démocratie n'a pas changé ça. La démocratie, donc, comme on disait, droit d'accès garanti par l'État. Pourquoi par l'État? Ça sert à notre État. Et pourquoi l'État doit payer ça? D'où l'État tire ses ressources, son argent. C'est notre argent. Des gens, oui, qui vont travailler, forcément. L'argent des Kabila, c'est notre argent. L'argent des Katumbi, c'est notre argent. Donc, ils méritent d'être soignés. Ouais, c'est gratuitement. C'est nous qui produisons. Pour tous ceux qui rapportent là-bas en Europe, quoi. C'est notre argent. Donc, on a déjà payé pour le droit de se faire soigner. C'est notre santé, voilà. Ah, absolument. Oui, parce que les gens vont dire, voilà, vous voulez que tout le monde ait accès aux soins de santé, vous voulez que les écoles soient gratuites alors que les gens ne travaillent pas. Non, 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 on travaille collectivement. Quand on produit du bois chez nous, c'est collectif. Quand on produit de minerais, c'est collectif. C'est-à-dire que collectivement, c'est nous, c'est l'argent des travailleurs qui ont construit, qui construisent les routes, les universités, tout et tout. C'est l'argent des travailleurs. Ça fait que ce n'est que normal que les enfants des travailleurs et des paysans aient accès aux produits de leur travail. C'est pas que quelqu'un va de pouvoir nous faire une faveur. C'est pas une faveur, c'est nos droits. Pareil, les droits de voyager en Belgique. Tout comme on a le droit de venir en Belgique. Hein. Oui, bien sûr. Vu l'accord qu'il y a entre la Belgique. Non, parce qu'on a construit la Belgique. Voilà. C'est le labeur du Congo qui a construit la Belgique. Donc tous on a les le biens, droit, bien sûr, on a le droit d'aller de là où se trouvent nos ressources. Ouais. Donc c'est notre droit, c'est pas une faveur. Quand on obtient ces trucs de visa là, ah, mouton, ça a la chance. Non, 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 on a le droit d'avoir ces visas là. Mais seulement, il faut un état des droits, comme on dit, mais l'état des droits d'être l'état du peuple, des travailleurs, des paysans, de la majorité. Non, quand je dis majorité, je ne dis pas les gens qui sont au pouvoir, ils sont une minorité. Hein. Ils ne sont pas une majorité, parce que la majorité des Congolais souffrent. Bien sûr. Eux, ils sont la minorité. Donc, ce n'est pas à leur état, on parle de l'état de la majorité. Mais à l'heure actuelle, par rapport justement au fait que Kabila est toujours au pouvoir, est-ce qu'on sait combien de temps il va rester? Il y a plusieurs facteurs. Hein. Pour nous, l'élément le plus important, c'est l'organisation, la mobilisation du peuple congolais. Pour le chasser? C'est ça qui est l'élément le plus important. Est-ce que réellement... On n'a pas ces mouvements-là, on a une demande, on a une aspiration, on veut qu'ils partent, mais on n'a pas mis en place des organisations, on n'a pas créé un mouvement fort, bien organisé, discipliné pour faire partir Kabila. On a un mouvement qui fait des journées mortes, des choses comme ça, mais on n'a pas mis au Congo un mouvement bien organisé, avec des tâches précises, pour faire partie Kabila. Et ça, c'est une faiblesse. Et ce n'est pas la faute du peuple. Mais ils ont essayé, puisqu'il y a eu des marches, il y a eu des gens qui se sont déplacés, mais la police tirait sur les habitants, quoi.
Bon, l'histoire, jusqu'à preuve du contraire, montre très bien que les gens qui dirigent les mouvements démocratiques chez nous préfèrent négocier le maintien de Kabila. Son mandat... Préfèrent négocier, pardon? Le maintien. Le maintien, d'accord. Parce que tout le monde sait que son mandat, selon leur constitution, a expiré le 19 décembre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu l'opposition faire? Dialoguons. Il n'y a pas eu de dialogue. Négocier. Maintenant, Kabila, c'est les dirigeants opportunistes de l'opposition congolaise qui ont maintenu Kabila au pouvoir, pas les peuples. Parce que le peuple n'a pas une organisation indépendante. Le peuple est à la remorque. Oui, mais quelque part, ils savaient déjà que le peuple ne voulait pas de Kabila. Ouais, mais donc tout était déjà prévu, quoi. Mis en place son organisation ou ses organisations à lui. C'est ça qui manque. C'est ce que nous devons faire. Parce que les gens s'y attendaient pas, ça, que Kabila reste là. Ils s'attendaient qu'ils allaient voter et que ça allait être M. Tshisekedi, paix à son âme, qui devait prendre le relais, quoi. Kabila et ses supporters de l'Occident et certains dirigeants de l'opposition ont commencé à négocier bien avant pour que Kabila reste. Ils savaient déjà. Ils négociaient bien avant. D'accord. Donc, ils négociaient bien avant. Ce qui fait que c'est le peuple qui a été trahi. Le peuple fait confiance à ses dirigeants, alors que ses dirigeants... On n'avait pas anticipé ça aussi, alors qu'on aurait pu l'anticiper. Puisque ça fait des années qu'il est là. Vous comprenez ce que je veux dire? On aurait pu anticiper cela si seulement on avait organisé le peuple congolais indépendamment des organisations dont les chefs veulent tout simplement faire partie de ce que les Congolais appellent la mangeoire. Ceci n'a pas été réalisé. Ce qui fait que maintenant, l'appel, c'est de faire de sorte que le peuple prenne conscience pour que on s'organise indépendamment des dirigeants de la majorité, soi-disant majorité, et des dirigeants de l'opposition. Ces deux groupes-là collaborent. Ils ont des intérêts qui convergent. Il faut qu'il y ait une démarcation. Il faut qu'on se sépare de cette classe de trahison qui existe au Congo. Il faut qu'on se sépare d'eux. Il faut donc répartir à zéro, créer un mouvement, et ce mouvement-là doit avoir des tâches précises. Et tout au Congo, si on sort de l'optique d'une révolution comme telle, on n'aboutira à nulle part. Et les gens, des fois, quand ils s'attendent ces mots-là, ils disent révolution, mais je veux dire parler du sang, le sang va couler, tout et tout. Non, non, non. Il faut qu'ils comprennent, au Congo, il y a un génocide. Oui. Il y a un génocide au Congo. Et ça n'a rien à voir avec la révolution. Ce n'est pas la révolution qui a causé le génocide au Congo. C'est plutôt le fait qu'il n'y a pas de révolution au Congo que le génocide a lieu et continue d'avoir lieu. Mais révolution, quand vous dites révolution, c'est les manifestations, c'est quoi au juste, une révolution? Pour la révolution, rien n'est exclu. Toutes les stratégies, toutes les tactiques nécessaires pour arriver au résultat voulu, c'est-à-dire qu'il faut que les Congos soient complètement libérés de la domination étrangère, il faut que les Congos soient libérés aussi du contrôle de bureaucrates, des compradors, c'est-à-dire quand on dit bureaucrates, compradors, on parle de généraux, des grands chefs de police, des grands magistrats. Quand on parle des compradors, on parle des compagnies, des grandes entreprises, à Esnel, à Gécamine, des grandes compagnies comme ça. Ces groupes de gens sont servis par les Congos du génocide. Ils trouvent leur compte dans les Congos actuels. Pour eux, les Congos ne doivent pas changer. Ils sont aux affaires, ils s'enrichissent, ils achètent des villas en Europe, leurs enfants voyagent comme ils veulent, Afrique du Sud, États-Unis, Europe, tout et tout. Pour eux, tout va bien. Pourquoi voulez-vous changer? Il faut que le peuple chasse par la force. Il faut utiliser tous les moyens possibles, y compris les élections, pour sensibiliser la population. Il y a aussi un manque d'amour de son prochain. Parce qu'on accepte en fait tout venant des Européens pour notre propre intérêt, mais on ne pense pas au peuple. C'est un peu dommage d'avoir ce côté-là un peu égoïste, un peu... ouais, c'est égoïste, quoi. Ça se comprend, ma chère, ça se comprend. Pourquoi? Les gens qui sont au pouvoir, ils n'aiment pas le peuple. C'est-à-dire qu'ils mettent leurs intérêts personnels au-dessus de... Mais est-ce que les gens qui sont au pouvoir sont congolais? Parce que quand tu es congolais, tu penses quand même aux Congolais, je sais pas. Pas nécessairement. Parce que l'histoire démontre une chose. On peut bien être de la même famille, mais quand il s'agit de se positionner par rapport à l'argent, par rapport à la révolution, c'est comme ça, les gens choisissent premièrement leurs intérêts. C'est-à-dire que... Il y a la peur aussi de mourir. Bon, il y a ça, mais la peur ne peut pas tout déterminer. Par exemple, quand quelqu'un décide de trahir son pays, comme le Mobutu et le reste l'ont fait,
Ils ont dit que l'indépendance pour eux, c'est une occasion de s'enrichir, d'être comme le blanc. S'enrichir aux dépens du Congo. C'est comme ça que... Est-ce que c'est un complexe, alors? Les complexes, sûrement, jouent aussi. Le développement idéologique joue aussi. Mais ce qui est important, je crois, c'est qu'ils avaient une alternative. C'est-à-dire qu'ils pouvaient aussi rester avec Lumumba, rester avec le peuple. C'était une possibilité parce que c'était eux les dirigeants. Ils allaient bien vivre. C'est-à-dire quand on est dirigeant à l'époque de l'indépendance comme Mobutu, il n'allait pas souffrir. Donc il avait accès aux privilèges que lui donnait son statut de membre du cabinet du gouvernement. Tout à fait. Mais il a voulu plus. Mais s'il veut plus, il y a à plus ce de moment-là, sacrifices. il faut liquider les intérêts du Congo. Il a choisi ça. Il a choisi être avec le Belge, être avec les Américains, parce que, vous savez, il y a ces Africains-là qui, une fois qu'ils sont en association avec les Européens, ils croient être ils croient être au paradis. Oui, avec des dieux, c'est ce que je pensais, oui. Absolument. Et Mobutu fait partie de ces gens-là. Au lieu d'être avec son peuple qui souffre, parce que pour être libre au Congo, pour que l'Afrique soit libre, pour que le Congo soit libre, le combat avec ceux qui nous dominent est nécessaire. C'est-à-dire que les Américains, les Belges, les Anglais, ils ne vont pas vous donner les Congos parce qu'ils vous demandent à être libre. Ils ne vont pas le faire. Est-ce que les gens qui sont au gouvernement idolâtrent les Europééens? Ils le font. Donc, oui, c'est ce que je dis, il y a une question de complexe, en fait, dans tout ça aussi. Absolument. Mais il y a aussi un autre élément, je crois, c'est qu'ils ne pensent pas que le Congo peut être libre. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'on peut gagner. Mais non, c'est parce qu'on leur fait croire ça aussi. Ils y croient, mais ils ne pensent pas que le Congo, l'Afrique, peut devenir une force indépendante. Ils n'y pensent pas, ils ne croient pas. Ils ne croient pas que le blanc peut être battu. Ils ont internalisé ce que vous dites là, les complexes d'infériorité. Ils ont internalisé ça, que l'Afrique ne se libérera jamais. Ah, parce que la colonisation a créé aussi cet état d'esprit-là. C'est qu'il faut. Oui, bien sûr, c'est faux. Dire que jamais les choses vont changer, c'est faux. Parce que les Belges disaient ça avant le 4 juin 1959, que le Congo allait rester dominé pour toujours. Mais quand on regarde les autres pays, la révolution a fait que les choses ont changé. Donc ça peut changer aussi pour le Congo. Ils ont eu peur de tout perdre. C'est pour ça qu'ils ont anticipé l'indépendance et ils ont fait une concession stratégique, c'est-à-dire qu'ils nous donnent l'indépendance sans pour autant la donner. Mais aujourd'hui, les meurtres qu'il y a dans les villes comme Kasaï, à Beni, à Kivu, je pense qu'en fait, ils veulent diminuer la population pour éviter une révolution de masse, en fait. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Parce qu'on va en venir justement à ça, à ce qui se passe à Kasaï. Ouais. Tout d'abord, je voulais qu'on parle du phénomène Kamwinansapu. J'aimerais, en fait, que vous me donniez votre point de vue, quoi. Écoutez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, parce que la première chose qu'il faut dire, c'est que le phénomène Kamwinansapu est les produits directs des conditions qui existent au Congo. D'accord. Une pauvreté extrême existe au Congo. Oui. Une injustice extrême existe au Congo. Le gouvernement veut toujours récupérer le pouvoir traditionnel chez nous, comme on dit, le pouvoir coutumier. Il veut que le pouvoir coutumier soit juste des caisses à résonance du gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment un chef traditionnel si on n'est pas reconnu par le gouvernement. C'est que monsieur, je crois que Jean-Pierre Pandi, son nom c'était, parce que quand on devient leader traditionnel dans cette région-là, c'est à ce moment-là qu'on prend le nom des Kamwinansapu. Donc son nom c'était Jean-Pierre Pandi. D'accord. Et il était médecin en Afrique du Sud. À la mort de son père, donc il est retourné au pays pour prendre sa place. D'accord. Mais pour prendre sa place, pour devenir un chef traditionnel, il faut être reconnu aussi par le gouvernement. Lui, comme chrétien d'instruit, par fidélité, il est loyal au peuple. Il n'a pas voulu devenir une caisse à résonance du gouvernement. Et puis, donc, il ne s'est pas mis d'accord avec donc, les gens qui sont au pouvoir. Et plus, ils ont voulu l'intimider. Ils sont venus donc à sa maison pendant son absence. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont aussi abusé de sa femme. Oh. Et des enfants, comment on appelle ça? J'ai oublié les noms.
La nourrice. Des symboles de, Ok. de chef. Je ne sais pas s'il y a comme symbole de chef dans cette région-là, mais ils ont abusé de tout ça. Ce qui fait qu'aux yeux de la population, c'est une humiliation. Bien sûr. Inacceptable. C'est le rabaisser vu le statut. Oui. Et il a appelé à la population à résister, parce que selon lui, il n'arrive pas à comprendre comment est-ce que le Kasaï, les Corans en général, comme il a dit, depuis sa naissance, la naissance de cette génération-là, ils ont vécu dans la pauvreté. Il n'y a rien n'a changé. Alors, Il n'arrive pas à comprendre ça. ouais. Quoi. Ouais. Et puis, en plus, il est absolument clair aussi que, selon lui, donc, l'État congolais, c'est un État au service des étrangers. Il a dit que les Congolais doivent bénéficier des richesses de leur terre. Et ils ne veulent pas qu'il y ait la domination étrangère au Kasaï, donc au Congo, donc en général. Ce qui fait qu'il a fourni une certaine explication à la population. Ce qui est aussi réveiller les esprits. Quoi. Ce qu'il a mis à faux, à contradiction avec les dirigeants. Il n'a pas voulu devenir la caisse à résonance du pouvoir en place. Et il a appelé la population à résister. Et ce qui a fait que les conflits donc a eu lieu. Et rapidement, donc l'éclat de ces conflits-là a résonné dans les provinces avoisinantes, comme Lomami et dans le reste donc, du Kasaï. Donc les phénomènes s'est répandu comme ça. Mais le point de départ, ce qui est important pour les Congolais de comprendre, c'est que ce sont les conditions de domination du Congo, la pauvreté, la présence d'un État anti-peuple qui ont créé le feu comme une assemblée. C'est-à-dire que la résistance contre l'État qui existe, contre le pouvoir des Kabila, c'est un phénomène naturel. C'est-à-dire que partout où il y a l'oppression, la domination, la pauvreté extrême, l'absence de soins de santé, l'absence des écoles, plus de 70% des enfants congolais sont déscolarisés. Ben oui. Surtout si vous allez dans les zones rurales, comme dans les Kasaï, comme ça. Donc, il n'y a rien pour dire aux Congolais, voilà, nous faisons partie du pays, de la nation. Il y a une économie pour nous. Donc, les conditions sont là. Donc, les conditions ne sont pas venues d'ailleurs, les conditions sont là. Ce qui fait que, et la réponse du gouvernement, c'est la même réponse qu'on a déjà vue au Kivu, à Beni et ailleurs. C'est-à-dire que c'est une réponse habituelle. Là où les gens demandent avoir accès au développement, là où nos populations demandent avoir accès aux soins de santé, là où nos populations demandent au droit de se défendre, de s'organiser, de s'exprimer librement, qu'est-ce qu'on a comme réponse? C'est la réponse habituelle, c'est la répression. Oui, bien sûr. C'est la répression et le mensonge. On a vu comment... L'intimidation. on a vu comment un de ces ministres venir à la télé et dire n'importe quoi, dire des mensonges à propos de cette vidéo qui a circulé dans la communauté où on voit clairement les soldats, les militaires donc, de l'armée des Kabila tirer sur les gens et faire des commentaires qu'on va le massacrer jusqu'au dernier. On a vu ça, c'est des images. Ce sont des Congolais, les militaires? Bon, ils parlaient, ils s'exprimaient. La question ne se pose plus à partir du moment où ils sont corrompus. C'est aussi les commandements qui se trouvent donc, qui dirigent les commandements de tout ça. Mais écoute, avec les brassages et les mixages, il y a une partie des éléments de l'armée du Rwanda qui fait partie de l'armée du Congo. Donc actuellement, il y a des massacres à Kasaï? Effectivement, oui, parce que Kabila lui-même l'a dit. Lors de son discours qu'il a fait il y a 4 jours, 5 jours, il a dit, nous allons renforcer quoi? L'autorité de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Renforcer l'autorité de l'État. Rajouter plus de policiers. C'est la répression. Ça ne veut pas dire... mettre plus de pression. Ça ne veut pas dire que nous allons ouvrir des centres de santé pour les femmes enceintes. Nous allons construire des cliniques. Nous allons former des infirmiers pour soigner la population. Non. Ça veut dire massacrer, imposer la soumission. Il ne faut pas qu'il y ait donc des résistants, des insoumis au Congo. Il faut vous soumettre à l'ordre génocidaire. Donc c'est ça, restaurer l'autorité de l'État, quoi. C'est ça. Restaurer l'autorité de l'État, c'est forcer la population à faire ce que l'État demande. L'État demande que les Congolais acceptent la pauvreté extrême qui existe chez nous. C'est ce que l'État veut faire chez nous. Parce que l'État chez nous, ce n'est pas un élément qui construit les Congos. Combien d'hôpitaux l'État a construit chez nous? Combien de milliers de kilomètres l'État a construit chez nous? Combien de médecins, d'infirmiers l'État a formé chez nous? Combien d'ingénieurs, de ponts l'État a construit chez nous? Mais on peut dire combien de Congolais l'État
à massacrer chez nous. Combien de fausses communes on a trouvé dans le Kasaï? 23 fausses communes. Et imaginez-vous. 23 fausses communes. Imaginez-vous, dans une fausse commune, on met combien de corps? Moi, je ne sais pas, 50, 100, 200, 300, 400, j'en sais rien. C'est un grand nombre, combien? Ben oui. Et on a trouvé combien? 23. Et il n'y a même pas un cri international. Donc, au niveau international, il n'y a pas un cri, personne n'écrit assez que l'horreur, le génocide s'arrête. C'est inacceptable. Heureusement qu'il y a les médias. Inacceptable. On continue à parler de ça, quoi, parce que... Bon, c'est à nous de créer nos médias pour en parler, comme votre média. C'est à nous d'interpeller l'opinion internationale. C'est à nous de faire partie de l'opinion internationale, de conditionner. C'est à nous de construire l'opinion internationale. C'est-à-dire que l'opinion internationale ne peut pas se faire sans notre voix. C'est ça. Il faut que notre voix devienne part de l'opinion internationale. C'est à nous de parler, oui, de ce qui se passe dans notre pays. Absolument. En dehors aussi, de toucher les gens aussi qui sont en dehors, en fait, de la communauté. Absolument. Oui. Absolument. Parce qu'ils doivent savoir que ce qui se passe dans notre pays, c'est à cause de leur gouvernement. Absolument. C'est pour cela qu'on continue à parler de ça malgré tout. Les gens se disent, OK, on en a marre des discours, mais chacun, je pense, utilise le don qu'il a, selon la capacité qu'il a, la force qu'il a pour faire passer le message, pour se battre. Chacun a sa capacité. Absolument. On doit continuer à en parler. Surtout les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe actuellement aussi encore. Oui. On doit faire des choses qu'on n'a pas encore fait. C'est-à-dire qu'on va au match de foot, on supporte le coup et les Benteke le reste. Mais on dit aussi aux gens qui suivent le match de football, arrêtez les génocides au Congo. C'est à nous de construire cette opinion. Oui, de toucher les consciences avec les médias. Parce que les médias, aujourd'hui, n'en parlent pas assez. Ceux qui sont en Europe, quoi. C'est un peu triste, quoi. Mais que faut-il faire pour une vraie révolution, alors? Que faut-il faire? Que doit faire le Congolais aujourd'hui par rapport à, faut plus à un mouvement comme celui-ci. Oui, les médias. C'est-à-dire qu'il faut que les Congolais aient accès à la vraie information. Il faut que les Congolais aient accès à l'analyse, à des analyses au fait correctes sur la situation, mais surtout aux solutions qui proposent une vraie alternative. Au Congo, tout commence par la population organisée. Le peuple doit être organisé pour la révolution. Tout doit être fait par rapport à la révolution. C'est-à-dire qu'on peut être menuisier, on peut être médecin, on peut être enseignant, on peut être joueur de foot, tout le monde. La majorité des Congolais doivent être gagnés à la révolution. C'est-à-dire que c'est l'affaire de toute la population. Bien sûr. Contre la minorité. Voilà. Parce qu'ils sont des minorités. Parce que c'est une minorité, bien sûr. La minorité qui veulent que le Congo reste tel qu'il est. C'est-à-dire on produit juste pour enrichir les pays étrangers et aussi satisfaire cette minorité des familles qui existent au Congo aux dépens des millions de Congolais qui souffrent tellement. Et ceci va demander donc qu'il y ait donc la création de plateformes, une plateforme donc pour la révolution. On aura le temps sûrement de partager ça avec les auditeurs. C'est quoi une plateforme de la révolution? La révolution, c'est fait contre qui? La révolution va changer les Congo et l'Afrique. Comment? Bien sûr. Donc, mais une chose est certaine, on ne peut pas éradiquer le moustique parce qu'on souhaite que le moustique s'en aille. Les moustiques ne vont pas disparaître. Ils adorent le sang. Voilà. Et ils vont continuer à tourner autour de nous. Les moustiques, il faut une mesure radicale. Une mesure radicale. C'est pareil au Congo. Surtout les jeunes, je parle souvent aux jeunes. Il ne faut pas avoir peur des mots. Révolution, c'est un mot. Mais dans ce mot-là, il y a tout un processus. On doit essayer de comprendre, voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là. Absolument, parce que tout le monde sait, si j'ai un nouveau produit et je veux le commercialiser, je vais captiver l'attention de gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai un produit révolutionnaire. Ça va changer ça et ça et ça. Voilà. Bon, pourquoi? Parce que les gens qui vont vendre les produits, les gens qui fabriquent des produits, les propriétaires des usines, tout ça, ils comprennent très bien que ce qui est révolutionnaire, c'est un progrès. C'est un changement. C'est un changement profond. Voilà. C'est quelque chose de neuf. Et c'est quelque chose qui satisfait donc, la vie, l'existence des gens. Personne, en fait, les Français, chaque année, ils célèbrent la Révolution française. Si c'était si mauvais, ils n'allaient pas célébrer ça. Chaque année, ils célèbrent ça. Mais ils ne veulent pas que nous fassions notre révolution.
Pourquoi? Et ils savent que si on profitent. fait la révolution, même les Américains qui attaquent tout le monde, célèbrent la révolution américaine. Parce qu'ils savent que si les Africains, si les Congos s'engagent dans la voie de la révolution, ils savent que nous avons déjà résolu l'essentiel. Parce que la révolution ne peut pas être vaincue. Même si la révolution perd quelques batailles, mais la révolution ne peut pas être vaincue. Oui, c'est pas terminé, quoi. On trouvera des solutions. Vu le nombre qu'on est au Congo, il y aura sûrement une solution, vu que la diaspora aussi s'en est mêlée. Donc un jour, je suis sûr que ça va aller. Il y a eu 2 morts. Je voulais qu'on en parle aussi de Michael Sharp et Zaidi Catalan. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a tué et pourquoi on a tué ces personnes-là? Écoutez, Mike Sharp et Zaidi Catalan, c'est 2, je peux dire fonctionnaires peut-être, c'est les mots qu'il faut utiliser, des droits de l'homme pour les Nations Unies. Et ils étaient au Congo, au Kasaï, pour faire une investigation, parce qu'ils ont eu vent qu'il y a eu des massacres au Congo, surtout que depuis 2000 septembre, les mouvements de Kamwina Nsapu a commencé à faire sa résistance et qu'ils ont eu vent donc, de la répression dans ces coins-là. Parce que les Nations Unies, ils ont une armée chez nous, la MONUSCO. Voilà. Et la MONUSCO fait partie du système qui maintient ce qui se passe au Congo, le génocide au Congo. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe au Congo, ils doivent être au courant et ils doivent analyser ça et voir comment est-ce qu'ils peuvent intervenir pour que les intérêts qui sont venus protéger au Congo ne soient pas mis en danger. Donc ils ne sont pas venus là-bas pour résoudre nos problèmes. Il faut que les gens soient clairs. Hein. Ils sont allés là-bas pour résoudre les problèmes de l'ordre international qui opprime les Congos, qui pille les Congos. C'est pour ça qu'ils sont allés là-bas. Alors, ils ont sûrement vu des choses, peut-être qu'ils avaient sous-estimé, j'en sais rien, mais ils ont fait de fausses communes. Et selon moi, je n'ai pas de doute, ils ont été assassinés par l'armée des Kabila. Oui, c'est peut-être qu'ils voulaient parler, sûrement. C'est possible qu'ils voulaient, qu'ils avaient des rapports à faire, je ne sais pas. Ce qui est vrai, les modes d'opération qu'on a vu au Kasaï, qui consistent à décapiter les gens, ce n'est pas nouveau. On voit ça tout le temps au Kivu, à Beni. On égorge, on coupe les têtes, on mutile les corps. Et on sait que c'est quelque chose qu'on a découvert avec la guerre au Rwanda et la guerre de Museveni en Ouganda. Donc, c'est quelque chose qui existe. Et on sait aussi qu'une partie de l'armée rwandaise fait partie de l'armée congolaise. Ah, c'est pour ça qu'il y a c'est ce qu'on appelle le brassage, le mixage. Donc, l'armée rwandaise fait partie de l'armée des Kabila. Donc, ils ont ces modes opératoires. Ils opèrent comme ça. Donc, et en plus, on pose toujours la question, à qui profitent les crimes? Quels intérêts ont le membre du mouvement de Kamwina Nsapu à décapiter un fonctionnaire des Nations Unies? Alors que Kamwina Nsapu, donc lui-même, il disait que quand le gouverneur de province Kandé, et qui sait qu'il se rend compte, il disait que voilà, je peux me rendre à ces rendez-vous-là à condition que je sois accompagné par les forces de la MONUSCO des Nations Unies, qu'ils assurent ma protection. Voilà, la sécurité. Alors, pourquoi ils sont à tuer des membres de l'ONU? Je ne pense pas. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Mais plutôt, si on voit l'armée des Kabila, avec leur brassage, tout et tout, ils ont déjà cette histoire-là de décapiter les gens, mutuer les corps, tout et tout. Comme ils ont fait avec, comme on a vu dans cette vidéo qui a circulé. Donc, à mon avis, donc... ils ont dû découvrir des choses peut-être qui... C'est sûr. J'en ai photos, des choses comme ça. Qui dérangent. Bon, ils ne nous montrent pas tout. Ils nous disent qu'il y a des fosses communes. On sait que dans les fosses communes, donc, ils ont massacré les gens. Donc, nous mettons, comment dire, la responsabilité de ces massacres-là et de l'assassinat de ces 2 fonctionnaires des Nations Unies sur le dos du gouvernement des Kabila et aussi sur le dos de ceux qui nous ont imposé Kabila. Kabila n'est pas le seul responsable. Tous ceux qui ont imposé Kabila, ils savent que Kabila n'a pas gagné les élections, ils le savent. Ils sont co-responsables. C'est-à-dire que le gouvernement du Rwanda, le gouvernement de l'Ouganda, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement belge, Louis Michel, quand on va juger Kabila et le reste, il faudra aussi juger les Belges, Louis Michel et tous ces gens-là. Et les Anglais, tous les gouvernements du monde qui ont soutenu, qui ont imposé Kabila sont aussi co-responsables. Ça, c'est absolument important parce que la façon dont la politique hypocrite de l'Occident fonctionne, quand ils auront marre
de Kabila, quand ils vont penser qu'ils comme Mobutu, ils vont se débarrasser de Mobutu maintenant, ils mettent tout sur Mobutu. Comme ça, eux, c'est des anges. Oui, voilà. Ils n'ont rien fait. Non, c'est des co-responsables. Donc, bien sûr, ils sont derrière tout ça, absolument. de toute façon. Donc, en plus aussi, il faut aussi imaginer, on a vu dans les Kivu, qu'est-ce qu'on a vu dans les Kivu? On a vu le gouvernement créer ses milices à lui et dire que c'est des maïmaï qui massacrent notre population. Pareil, c'est fort possible aussi que dans les Kasaï, Kabila crée ses milices à lui et il les appelle des Kamounan Sapou pour mettre tout sur le dos du mouvement des Kamounan Sapou, voilà, pour décrédibiliser ce mouvement-là, qui est un mouvement de résistance. Même s'ils n'ont pas accès à la science de la résistance, à la science de la révolution, mais c'est un mouvement de résistance des Congolais qui en ont marre, qui exigent le droit à la vie. Bien sûr. C'est qui fait tout que simplement. Je suis absolument convaincu de ça, que Kabila a créé ses milices à lui, qui massacrent les gens et disent que c'est Kamounan Sapou. Comme ça, les Congolais ne soutiennent pas. C'est désolidarisent, je ne sais pas prononcer ce mot-là, pour qu'il n'y ait pas un mouvement de solidarité entre nous. C'est un peu ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils accusent au lieu d'admettre leur faute, quoi. Absolument. Tout simplement. Par rapport, comment vous pouvez expliquer la nomination du Premier ministre, M. Bruno Tshibala? Tshibala, c'est l'opportunisme au Congo. Au fait, pourquoi on n'a pas réussi à créer un mouvement démocratique fort, un mouvement démocratique qui s'assume, qui est capable de chasser des dictateurs, qui est capable de créer un véritable état des droits, parce qu'il y a des opportunistes. Les Congolais, dans notre mouvement, on ne se donne jamais le temps de faire la part des choses. Quels sont les objectifs du mouvement? Quels sont les programmes? Quels sont les statuts du mouvement? Toutes ces questions-là sont négligées, balayées. Et souvent, ce qui monte à la surface, c'est les différences entre les dirigeants. C'est-à-dire que c'est le clash de personnalité. On individualise les différences. Alors qu'il faut qu'on maîtrise les programmes, il faut qu'on maîtrise les modes d'opération des organisations. Une organisation comme l'UDPS, parce que Tshibala vient de l'UDPS, à la base, c'est qui? C'est le peuple. Des gens honnêtes, des Congolais ordinaires. Mais au sommet, en grande partie, c'est quoi? Les éléments de la petite bourgeoisie, la classe moyenne, qui utilisent la population pour marchander les postes, pour marchander, négocier donc, pour mouvoir leur carrière. Et ils n'ont rien à foutre. Et ils n'hésitent pas quand ils sentent que c'est le moment de changer de veste. Ce n'est pas nouveau. On a vu ça avec des Mobutu, à qui on donne un grand poste, un poste de haute responsabilité. Il est le chef de l'armée au Congo, un jeune de 30 ans, je crois. Au lieu d'être avec le gouvernement national congolais, il prend, il s'associe avec le colon belge. Alors que le peuple dit, le colonialisme belge, on n'en veut pas. Mobutu dit non, moi j'aime le colonialisme belge. Donc je veux m'associer avec eux. C'est un peu ça. Les Bruno Tshibala, c'est l'UDPS qui les a créés, qui a fait de ce qu'ils sont maintenant. S'il a un statut aujourd'hui, c'est grâce à l'UDPS. Bien sûr. Mais il n'est pas loyal à l'UDPS. Il n'est pas loyal à la base. Il est loyal à lui-même et il est loyal à cet État-là. Cet État c'est pour ça qu'il a été choisi. Évidemment, l'État prédateur, l'État génocidaire, il est loyal à ça. C'est pour ça que... Ils ont le même état d'esprit, quoi, en fait. Même intérêt. C'est-à-dire que pour eux, cet État-là doit servir leurs intérêts personnels. C'est pour ça qu'ils peuvent facilement. Et en plus, non seulement cet État-là doit servir leurs intérêts personnels, mais le système en place, tel qu'il est, c'est un système que lui peut utiliser pour résoudre ses problèmes à lui. Parce que devenir Premier ministre, c'est résoudre son statut de petit bourgeois. Comment est-ce qu'il va s'enrichir, son prestige, etc. Ce système en place lui permet de faire ça. Alors que nous, le peuple, nous ne pouvons pas utiliser ces systèmes-là pour résoudre nos problèmes, nos souffrances de tous les jours. Nous ne pouvons pas. Nous, il faut la révolution. Bruno Tshibala n'a pas besoin de la révolution. Tout ce qu'il a à faire signe à Kabila, je suis prêt. C'est tout, parce que c'est le même système. Ces dirigeants-là ne se battent pas pour un système différent de celui qui a Kabila en place. C'est le même système. Il n'y a qu'un système au Congo. Mais ils acceptent. Ils ne sont pas assez, comment dire, on va dire rebelles.
Non. Ils acceptent, tout simplement. Parce que pour faire la révolution, il faut être rebelle, quoi. Il faut être contre ce système-là, contre les Européens. Il faut être contre donc un certain système, quoi. Nous sommes contre la domination des Européens du Congo. Nous ne sommes pas contre les Européens comme tels. Nous sommes contre la domination. S'ils viennent chez nous, non pas pour nous dominer, mais pour dire ce que nous voulons qu'ils fassent. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut que le Belge fasse, que les Européens fassent? Premièrement, dans le cas du Congo, on veut que le Belge, par exemple, travaille pour que le Belge paye les Congos des réparations pour ce qu'ils ont payé chez nous. C'est une demande légitime. Si vous voulez quelque chose qui n'est pas à vous, la justice veut que vous retournez ça. Voilà. Or, le Belge, ils sont enrichis à notre dos. Non seulement ils ont volé, ils ont une grosse dette, en fait. Ils se sont enrichis. Yeah. La qualité de vie est devenue mieux qu'avant. C'est-à-dire que s'ils vivent jusqu'à, je sais pas ça, 80 ans, c'est grâce au Congo. Mais c'est grâce au Congo. Ce n'est que normal qu'on leur demande d'être honnêtes avec eux-mêmes, qu'ils admettent ça et qu'ils soient en solidarité. Non pas en charité, en solidarité. Parce qu'en charité, c'est parce qu'ils sentent qu'aujourd'hui, bon, je me sens mieux, je vais donner aux Congolais $1. Non. Ce n'est pas l'état d'esprit, l'état d'humeur. On ne dit pas ça. On dit une question de principe. Vous êtes belge. Êtes-vous honnête? Oui, l'honnêteté commence par restituer, reconnaître la dette qu'ils ont envers les Congo. Donc c'est un peu. Mais ils ont beaucoup de dettes. Hein. Absolument. Ils ont beaucoup de dettes, non seulement financières, matérielles. Il y a une question qui me vient en tête là pour qu'on clôture l'émission. Je voulais savoir pourquoi en fait dans tout ça, dans tout ce qu'on a exposé, dans tout ce dont on a parlé, ce que je retiens, c'est vraiment les massacres. Parce que la vie, c'est ce qui est vraiment. Les massacres, c'est ce qui nous choque le plus aujourd'hui. Au Congo, en tant que Congolais, quoi. Ça fait trop mal en tant qu'être humain, quoi. Je pense que d'autres personnes qui regardent, quand vous regardez sur le net tout ce qui se passe à Kasaï, les massacres, la façon dont ils sont massacrés, je suis en train de me demander pourquoi, derrière tout ça, quelle valeur a le sang du Congolais, en fait, pour les Européens ou pour tous ces gens qui sont derrière tous ces massacres-là? Est-ce qu'il s'agit vraiment de sacrifice au niveau spirituel ou qu'est-ce qu'elle a, en fait, comme valeur, voilà, le sang congolais? Vous savez... Pourquoi le sang doit couler derrière toutes ces choses-là? Pourquoi ne pas faire un accord sans que le sang coule? Je ne comprends pas. Là, je pose la question en tant qu'être humain, quoi. C'est l'exemple de moustique que j'ai donné, là. Les moustiques vivent du sang. Yes. C'est la nature du moustique. Est-ce qu'on peut faire du moustique un végétarien? Je ne pense pas que les moustiques vont aimer ça. C'est-à-dire que... Oui, mais là, quelque part, ça veut dire que ça ne va jamais cesser, alors? Si. Les Européens, ils ont créé un système que nous appelons un système impérialiste. C'est-à-dire que pour résoudre les problèmes qu'ils avaient chez eux, la pauvreté qu'ils avaient chez eux, le manque de démocratie qu'ils avaient chez eux, les dirigeants de l'époque ont décidé d'agresser les autres. C'est-à-dire de vivre aux dépens des autres. Ce qui est... Dans la politique, c'est de la violence, quelque part. Ouais. Donc, agresser les autres pour résoudre ces problèmes. C'est-à-dire que sacrifier les autres pour qu'eux vivent bien. Et c'est un principe anti-humain. Ben oui. C'est pas un principe acceptable. C'est-à-dire que les Européens se sont séparés de l'humanité. Parce qu'ils ont dit que nous, Européens, nous allons nous enrichir aux dépens des autres. Alors que nous, à l'époque des Africains, nous vivons avec notre économie. Non pas aux dépens d'un quelconque peuple. On vivait grâce à notre travail. On a... le peu de produits, enfin, ce qu'on produisait, c'est ce qu'on mangeait. Voilà. Mais eux, ils ont dit, ce qu'ils vont consommer, quelqu'un d'autre doit produire ça pour eux. Ils ont créé une économie comme ça. Et cette économie-là fonctionne comme ça. Elle est maintenue comme ça. Maintenant, il faut créer une alternative. Part de cette alternative, c'est le programme que nous sommes en train de faire. C'est commencer à faire la critique de l'Europe. Que l'Europe telle existe, elle est basée sur un principe qui est contre l'humanité. On ne veut pas ces principes-là. On veut que l'Europe et les Européens vivent avec le reste de l'humanité. Voilà. Mais pour que cela s'efface, ces systèmes qui profitent principalement à eux et qui ne profitent pas à l'Afrique, sauf à cette minorité-là, doivent être démantelés. C'est pour ça qu'on disait qu'on ne peut pas décider ça seulement par les élections. C'est plus que des élections. Les élections, c'est juste un processus pour partager des richesses entre les dirigeants. Mais il faut plus que ça. Il faut que le peuple gagne dans ces processus-là. Oui, parce qu'il peut y avoir une nouvelle personne au pouvoir, mais ça ne veut pas dire qu'elle se détachera de ce système-là ou qu'elle changera les choses au Congo. Non, je parle... si par exemple il y avait des élections et que
une nouvelle personne serait élue, cela ne veut pas dire qu'il y aurait un changement au Congo. Non, c'est pour revenir à ce que vous dites par rapport au fait que les élections, ça peut aussi... comment dire, ce n'est pas qu'une question d'élection, quoi. Ouais, voilà. C'est plus que ça. Juste pour répondre, pour revenir à la question sur l'Europe, il faut qu'on engage les Européens. Il faut qu'on éduque les Européens sur le colonialisme. C'est-à-dire que les Européens... Mais ils savent faire des débats. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débat alors? Les Européens sont à la remorque de leurs dirigeants. Cette alliance, cette unité entre les Européens et leurs dirigeants doit être attaquée, brisée. De la même façon qu'en Afrique, l'unité africaine a été brisée. C'est-à-dire que les dirigeants européens, les dirigeants africains plutôt, sont plus d'accord avec les dirigeants européens qu'avec le peuple africain. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Les dirigeants en Afrique sont d'accord, sont en unité avec les dirigeants européens contre leur propre peuple. Maintenant, le travail politique, idéologique qui doit être fait, c'est gagner les Européens qui maintenant sont très inquiets. Il y a la crise chez eux, il y a les bombes, il y a tout ça, il y a la guerre en Syrie, il y a le chômage, il y a la robotisation. Il y a une crise, quoi. Il y a une crise pour les dire que voilà, si vous voulez réellement mettre fin à la crise qui existe chez vous, que nous n'avons pas créée, il faut d'abord mettre fin à la domination de l'Afrique par les Européens. Ben oui. C'est aussi dans votre intérêt. Et c'est pour ça, nous disons quelque part que la tâche des Congolais, surtout ceux qui sont à l'étranger, c'est gagner une solidarité pour la lutte au Congo. C'est ça. Et c'est ce qui manque aussi. Parce que les Européens, c'est pas pour juger ou pour être raciste, mais quand ils sont venus, ils ont laissé un esprit de division quelque part. Parce que déjà, ceux qui sont au gouvernement n'ont pas pitié, en fait, de leur propre peuple et sont en accord, en fait, avec les Européens. Il manque une certaine solidarité, un certain, vous voyez, esprit d'amour, quoi. C'est vraiment ce qui manque, quoi. Et je pense que, à travers ce que nous faisons, vous dans ce que vous faites, moi dans ce que je fais, Congo Synthèse, ce qu'ils font, je pense qu'on peut tous, bien sûr, apporter quelque chose là-bas au Congo, en étant soudés, quoi, et ne pas sous-estimer le rôle de l'autre, parce qu'on a l'impression que non, c'est pas assez ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, mais en se complétant tous, je pense qu'on peut changer les choses. C'est ça aussi la révolution, quoi. Absolument. Mais je pense qu'elle viendra d'ici, comme l'avait dit notre prophète, c'était qui hein? Kimbangu. Que Dieu me pardonne, j'ai trop de noms dans la tête, Kassavou, trop de choses. Kimbangu. Elle viendra d'ailleurs, en fait, la vraie révolution. Donc voilà. Notre émission se termine là. Merci beaucoup, en tout cas, de votre présence. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. C'était bon. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On reviendra de temps en temps avec des actualités qui concernent le Congo, parce que les merveilles de la vérité, ça s'adresse aussi à la communauté pour un changement d'état d'esprit, pour essayer d'évoluer. Parce que aujourd'hui, on est révolté par rapport à cette réalité qui se passe, quoi. Jusqu'aujourd'hui, le sang coule. On se demande ce qu'on doit faire, c'est stressant. Hein. Franchement, ça met en colère tout ce qui se passe au Congo. Que jusqu'aujourd'hui, depuis la colonisation jusqu'aujourd'hui, il n'y ait pas de changement, quoi. Entre-temps, il y a eu l'indépendance, soi-disant, il y a eu le changement de nom, voilà, du Zaïre, on est passé à une certaine démocratie, mais il n'y a pas de changement, quoi. La révolution va tout changer. Ah là là, la révolution va tout changer. Il faut la construire. Bien sûr. C'est un processus. Il ne faut pas se décourager. Tout ce que font les gens à travers les marches, il ne faut pas se décourager, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, Congolais est révolté, Congolais fait des marches, mais il n'y a rien qui change. » Un jour, ça va changer. Il faut persévérer. Il faut juste persévérer. Continuer à faire ce combat-là dans lequel vous êtes engagé, avec, comment dire, la force que vous avez. Il faut rester fort. En tout cas pour le Congo, parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. Le sang continue de couler. On est obligé d'en parler, de se battre, de faire ce qu'on peut, quoi. Et par la grâce de Dieu, par notre force qu'il nous donne, on va tout changer un jour. Ah oui. Donc voilà. C'était les merveilles de la vérité avec monsieur Louézi Kinshasa. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Congo Synthèse, toleka.com. À très bientôt. C'était Patia Nzambe. Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com.